Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain, le podcast où l'on parle d'éducation financière, de bourse et d'investissement pour t'aider à mieux gérer ton argent et à construire ton avenir financier. Je pense que tu es au courant, tu peux désormais depuis le 10 avril dernier réaliser ta déclaration de revenus sur le site de impôt.gouv.fr. Mais alors aujourd'hui, quoi de mieux que de parler fiscalité avec Mathis, qui est le CEO et cofondateur de TaxCut, une société qui aide les particuliers et les indépendants à optimiser leur fiscalité. Étant donné que la chaîne est principalement orientée sur la bourse, je te propose aujourd'hui un épisode en 3 parties qui va être axé sur la déclaration et la gestion de ta fiscalité en bourse, optimiser ta fiscalité en bourse et pour finir, comment élargir ta fiscalité sur d'autres actifs financiers potentiels. Donc cet épisode sera très enrichissant, donc sois bien attentif, ça peut peut-être même te faire mal au crâne, mais sois attentif jusqu'au bout. Et puis juste abonne-toi pour bénéficier des prochains épisodes de grande qualité comme celui d'aujourd'hui. Bah écoute, bon épisode à toi et bienvenue à Mathis sur ce podcast. C'est un plaisir d'être avec nous aujourd'hui, Mathis. Merci pour l'invitation, Emilien, plaisir à partager. Merci. Alors, pour démarrer, est-ce que tu pourrais, déjà pour t'introduire à la communauté, te présenter et présenter TaxCut, vraiment les objectifs et puis potentiellement le parcours, quoi. Ouais, donc Mathis, effectivement, donc j'ai cofondé TaxCut il y a à peu près un peu moins d'un an maintenant. L'idée derrière TaxCut, c'est effectivement d'accompagner, de démocratiser le conseil fiscal sur la partie donc des particuliers. Donc on a fondé ça il y a un an. Aujourd'hui, on est 6 avec 5 associés, des profils techniques comme des profils aussi experts plus en fiscalité. Moi, avant ça, j'ai fait un peu plus d'un an dans un cabinet en gestion de patrimoine en tant qu'indépendant. Et effectivement, je m'étais aperçu de différentes problématiques, surtout d'un point de vue fiscal, qui n'étaient pas forcément traitées ou peu traitées dans un cabinet en gestion de patrimoine. Et donc, j'ai décidé effectivement avec différents associés, dont mon ancien directeur aussi de cabinet, de lancer donc cette aventure TaxCut pour essayer donc de se focaliser sur le conseil fiscal, de démocratiser aussi cette partie-là qui peut être un peu sombre pour pas mal d'investisseurs et faire mal à la tête, comme tu l'as dit. Voilà l'idée derrière TaxCut. Et sinon, après, moi, plus globalement, effectivement, j'ai fait un master en finance et en fintech. Donc, l'idée de ce master, c'était aussi de voir comment les nouvelles technologies pouvaient améliorer le secteur financier. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec TaxCut, comment les nouvelles technologies peuvent démocratiser un peu le conseil en fiscalité. En tout cas, c'est notre mission. Génial. Bah écoute, déjà merci de t'être libéré parce que je pense que ça doit être le rush de ton côté, vu qu'on est en pleine période fiscale. C'est ça, c'est le rush, c'est le rush. Mais je t'accorde pour toi, Emilien, toujours au moins une heure. Au moins une heure. Ah, c'est gentil, avec plaisir. Bah écoute, pour démarrer, je vais te poser quelques petites questions, notamment sur la fiscalité. On va commencer un peu avec la fiscalité des plus-values et des dividendes sur le compte titre ordinaire. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne? Ouais. Alors déjà, effectivement, sur le compte titre, contrairement à d'autres enveloppes qu'on va peut-être évoquer ensuite, Oui. on est imposé, même si on retire pas cet argent sur un compte courant. D'accord? Il faut savoir qu'à partir du moment où vous achetez des actions, des titres, vous les revendez et vous les laissez sur votre compte titre, vous êtes quand même imposé, vous êtes obligé de déclarer cette plus-value, ce qu'on appelle une plus-value non plus latente, mais une plus-value qui est réalisée au trésor public et donc par conséquent malheureusement être imposé là-dessus. En termes de fiscalité, effectivement, on est imposé à la flat tax à 30% sur plus-value donc et dividendes. On peut aussi opter pour le barème progressif d'imposition, à voir effectivement si c'est plus avantageux ou non que la Ouais. flat tax à On, 30%. on en reparlera justement par la suite. Donc les dividendes, si on prend un exemple tout simple de, par exemple, là, Meta qui a versé récemment ses premiers dividendes, si Meta verse des dividendes à un investisseur européen, par exemple, sur un compte titre ordinaire, bam, il y a directement la flat tax de 30% qui tombe sur les C'est ça, dividendes, c'est ça? exactement, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour le compte titre ordinaire. Et maintenant, pour les niches fiscales françaises, qui est le PEA, PER, assurance vie, c'est différent. Là, c'est différent. Là, c'est différent, effectivement. Pour tout ce qui est PEA, PER et donc assurance vie, vous n'êtes pas imposé sur vos gains tant que vous retirez pas votre argent et donc le retirez sur votre compte courant. D'accord? Donc ça, c'est un gros plus sur ces trois enveloppes par rapport donc au compte titre.
Concernant le PEA, on a un abattement fiscal au bout donc de 5 ans de détention. Au bout de 5 ans de détention, on est exonéré d'impôt sur le revenu. D'accord? Complètement. Par contre, là, il y a une case on ne peut pas y échapper, c'est tout ce qui est prélèvements sociaux à 17,2%. Ça, on n'y échappe pas, malheureusement. Mais déjà, un bel abattement fiscal au bout de 5 ans de détention. Peut-être l'inconvénient du PEA, c'est que le moindre retrait sous 5 ans, vous êtes obligé de clôturer votre PEA. Donc ça, c'est peut-être le petit inconvénient. Mais par contre, quand on investit, généralement, on a toujours un horizon d'au moins 3 à 5 ans. Donc ça reste une enveloppe qui est bien, bien avantageuse C'est sur ça. ce Et niveau-là. puis, avant 5 ans, c'est flat tax direct. Exactement, exactement, exactement. Ok. Ou barème progressif si on le souhaite aussi. Oui, oui, Ok. pareil, ouais. Et pour Ouais. l'assurance vie, du coup, c'est 8 Assurance ans? vie, donc pareil, ici c'est non pas 5 ans, c'est 8 ans. Par contre, c'est pas une exonération pardon, totale de l'impôt sur le revenu, c'est sous forme d'abattement. On est donc à 4 600 euros si on est célibataire et ça passe à 9 200 euros si on est marié ou pacsé. On prend un exemple, imaginons qu'on a une assurance vie, ça fait 8 ans que je l'ai. Je génère donc, par exemple, je suis marié aussi, je génère 9 000 euros d'intérêt au bout de la 8e année. Je souhaite le retirer, et ben, je suis pas imposé dessus. Ok. Par contre, il y a toujours, encore une fois, la fameuse case donc des prélèvements sociaux de 17,2%. Mais je me permets de rebondir. Tu dis qu'on n'est pas imposé dessus, mais il n'y a pas une. T'as les 17,2 des prélèvements sociaux, plus 7,5, non? D'impôts? 7,5, pardon, ouais, 7,5 d'impôt, mais il y a cet abattement quand même donc de 4006 Oui, et donc de 9002. qui te permet de réduire et au final, tu peux ne pas Effectivement, payer d'impôts du tout, ouais. ouais, c'est ça. Ok. Donc ouais, effectivement, il y a quand même cette partie-là. PER, pareil, ça fonctionne un peu comme l'assurance vie, sauf qu'effectivement, lorsqu'on fait des versements, on peut déduire ces versements de nos impôts. Ça dépend de notre tranche marginale d'imposition. Par exemple, si on a une TMI, une tranche haute de 30%, qu'on met 10 000 euros sur un PER, on a 3 000 euros de déduction fiscale. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est à la sortie, on est de nouveau imposé Hmm. sur cette sortie-là. Ce fameux effet tunnel, c'est ça? Ouais, ouais. Mais en fait, il faut le PER, il faut un peu le voir comme un prêt à taux zéro, dans le sens où vous investissez dans un PER. L'État, en fait, par exemple, sur 10 000 euros, on prend cet exemple-là, vous fait cadeau de 3 000 euros, un cadeau temporaire de 3 000 euros. Tout l'intérêt du PER, c'est non pas d'utiliser ces 3 000 euros pour partir en vacances, parce que de toute façon, il va falloir les repayer à la sortie, mais c'est d'en utiliser une partie, d'en investir une partie pour générer des intérêts qu'on n'aurait pas pu faire travailler si on n'avait pas passé par la case PER. Donc c'est vraiment l'intérêt ça, du PER, c'est de faire travailler cette économie d'impôt donc qui est temporaire, mais qui est bien là. Euh, et généralement, c'est une économie d'impôt qu'on a sur pas mal d'années, parce que le PER, c'est quand même un placement qui est bloqué pour la retraite, sauf en Hmm. cas donc d'accident de la vie ou d'achat de résidence principale, où là on peut débloquer l'argent qu'on a placé sur un PER. Mais donc, toi, le PER, quand même, enfin, c'est plus avantageux pour une personne qui a au minimum un TMI de 30%. C'est ça, exactement, ouais, Ouais. exactement. Donc ça, effectivement, si on a une TMI de 11%, le PER est moins avantageux. Je le conseillerais pas forcément. Il faut au moins avoir une TMI de 30%. Pour Ok. rappel, effectivement, la manière dont fonctionne l'impôt en France, ça fonctionne sous forme de barème progressif. De 0 euros à 11 000 euros de revenus, on n'est pas imposé. De 11 000 euros à 29 000 euros de revenus, on est imposé donc à 11%. De 29 000 euros à 80 000 euros, on est imposé donc à 30%. Et ensuite, on passe à 41 et même 45%. Donc en fait, plus on a une tranche d'imposition élevée, plus Hmm. le PER est intéressant. Donc effectivement, ça devient vraiment un outil intéressant à partir d'une TMI de 30%. Ok, génial. Bah écoute, merci pour cette présentation des quatre possibilités, des grandes possibilités. Là, on va rentrer un peu dans plus, comment dire, la mise en pratique. Donc, actuellement, on est plus dans la déclaration. Et donc, comment bien déclarer ses gains en bourse dans le sens où, quels sont les formulaires à remplir? Ouais, donc il y en a plusieurs. Effectivement, il y a le formulaire, tout ce qui est plus-value et dividende de 2074. Et il y a aussi donc l'annexe 2042C à remplir Ok. pour bien déclarer donc ses plus-values, ses dividendes sur cette partie-là. Sur la partie assurance vie et PER, c'est un peu plus simple. Généralement, les assureurs doivent déclarer
si vous retirez vos fonds auprès de l'administration fiscale. Et donc généralement c'est déjà fait. Après, il faut quand même bien vérifier. Et c'est sur la 2042C que ça fonctionne. Ok. Et il y a une question que je me demandais, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on investit sur un courtier qui est français, euh, et une fois qu'on retire nos gains, peu importe, potentiellement c'est le courtier français qui va directement mettre nos plus-values dans la déclaration de revenus, ou c'est quand même nous à l'intégrer? Parce que je sais que sur un compte à l'étranger, c'est à nous de l'intégrer. C'est ça, exactement. Ouais. Comme je te l'ai dit, effectivement, sur tout ce qui est courtier français, notamment sur la partie donc assurantielle avec assurance du PVR, généralement, c'est déjà intégré. Pas tous, d'accord, il faut quand même bien Ok. vérifier. Et par contre, effectivement, lorsqu'on passe par un courtier étranger, là, généralement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout renseigné. Donc, être bien vigilant là-dessus. Ouais. Et il y a certains. Pareil, et même si on a des comptes à l'étranger, même si on n'a pas forcément fait de plus-value, ce genre de choses, il faut le déclarer auprès de l'administration fiscale. C'est quelque chose, c'est une obligation légale. Ouais, sinon c'est 1 500 euros, non, par contre, non Exactement, déclaré. exactement, exactement. Être vigilant. Bon, après, ils peuvent être aussi flexibles là-dessus, le fisc. Mais voilà, même si vous avez des comptes à l'étranger, où il n'y a pas eu forcément de plus-value, pas forcément eu de gain, sachez qu'il faut quand même le déclarer auprès du fisc. Sinon, on risque effectivement une pénalité de l'ordre de 1 500 euros, par contre. Ok. Ouais, donc c'est important à prendre en compte. Donc bien faire ça. Et donc tout ça, c'est déclarable sur impôt.gouv, c'est ça? On prend l'annexe classique de l'impôt sur le revenu, c'est quoi? C'est la 2042, non? Un 42, La, effectivement. l'annexe. Et après, tu as des annexes externes. Enfin, C'est ça. Il y a pas mal de ajoutées. CERFA. Il y a pas mal de CERFA, mais effectivement, après, il y a des annexes à ajouter. Parfois, donc elles sont déjà présentes parce qu'effectivement l'assureur ou le courtier en question a déjà pré-rempli et a déjà communiqué certaines informations auprès du fisc. Parfois, ce n'est pas le cas, donc bien vérifier ça. Et si ce n'est pas le cas, donc bien cocher donc les différentes annexes et dépliables pour ensuite remplir les bonnes cases en Ok, fonction de ouais. votre plus-value, des dividendes, également des moins-values que vous avez pu encaisser ou décaisser sur vos comptes types PEA, assurance vie et PER. Donc, t'as principalement trois annexes. T'as l'annexe de déclaration de compte étranger, annexe des dividendes intérêts et annexe des plus-values, c'est ça? C'est ça, exactement. Après, ça se passe surtout sur la 2074, tout ce qui est plus et moins-value. Et aussi, Ok, on a des ouais. chiffres à rentrer sur la 2042C également à remplir. Et, et un investisseur qui réalise une moins-value, comment il fait? Comment ça fonctionne? Bah, ça, effectivement, il faut bien l'enregistrer aussi parce que vous pouvez enregistrer ces moins-values euh, sur les différentes plus-values que vous allez avoir. Par exemple, si vous faites une plus-value, je dis n'importe quoi, de 1 000 euros, mais que l'année dernière, vous avez fait une moins-value de 500 euros, vous pouvez donc déclarer ça et donc être imposé uniquement sur 500 euros. D'accord? En fait, vos moins-values, vous pouvez aller les chercher jusqu'aux les 10 dernières années. D'accord? Donc, si vous avez des moins-values sur les 10 dernières années, vous pouvez les retranscrire sur votre déclaration et donc éviter d'être imposé sur votre nouvelle plus-value de cette année. Ouais, Ok? donc Donc, c'est pour ça que vous tout est pouvez revenir reportable. non. Exactement. C'est Exactement. reportable sur 10 ans. Ok. Exactement. Et est-ce que de ton expérience passée, tu as déjà vu certains investisseurs, des particuliers, qui ont fait quand même des erreurs assez conséquentes dans une déclaration de revenus par rapport à la bourse? Bah, déjà, c'est effectivement pas déclarer ses comptes à l'étranger. Il peut y avoir des pénalités. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a pu voir. Ouais. Euh, Ensuite, quelque chose de tout simple, c'est peut-être opter pour le barème progressif au lieu de la flat tax en case 2 OP, si je me souviens bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose à faire. Si vous êtes une TMI, un tranche marginal d'imposition, comme on l'a vu précédemment, à 11%, mieux vaut cocher cette case pour éviter la flat tax à 30%. Quelque chose qui Ok. serait dommage de ne pas en profiter. Donc, et puis effectivement, comme on vient de le voir précédemment, bien déclarer également vos moins-values pour éviter d'être imposé à taux plein sur vos plus-values. Ok. Ok, ouais. Donc ça peut être assez, comment dire, abstrait pour ceux qui nous écoutent, mais en réalité, ça se fait plutôt bien, non? Oui, oui, bah ça se fait bien. Ouais. C'est quelque chose qui est quand même prévu par l'administration fiscale. Si vous avez un doute, vous pouvez également aussi les appeler. Ça dépend du centre des impôts auquel vous êtes rattaché. Ils sont plus ou moins réactifs. Mais Ok. si vous avez un doute, vous pouvez également les appeler pour être certain de bien remplir votre déclaration. Ok, génial. Et maintenant, on va se pencher un peu sur comment optimiser justement sa fiscalité en bourse. Donc, on va revenir aussi sur les différentes niches fiscales. Selon toi, quelle stratégie
permettent justement d'optimiser la fiscalité des dividendes et des plus-values? Bah, déjà, effectivement, comme on l'a vu précédemment, c'est de choisir la bonne enveloppe pour Mmh. investir. D'accord? Si on passe par le compte titre, il faut quand même investir en connaissance de cause ou peu importe la durée de détention, on est imposé à la flat tax à 30%. Ok. À contrario, il y a des donc, niches fiscales comme le PEA, l'assurance vie ou les PER qui peuvent déjà nous permettre de gommer une belle partie de cette fiscalité. C'est ça. Ok. Après, il y a des plafonds. Il y a des plafonds. Il y a des plafonds, mais bon, avant d'attendre aussi les 150 000 euros sur le PEA, on y a quand même un peu le temps, en tout cas pour la Ouais. plupart des personnes. L'assurance vie également, je pense qu'on peut aussi pas mal optimiser sa fiscalité avec cette enveloppe, et puis aussi le PER là-dessus. Ouais. Donc oui, bien choisir son enveloppe. Ensuite, bah, bien déclarer aussi ses moins-values pour amortir un maximum les plus-values que l'on peut avoir. Ce seraient les deux conseils pour optimiser la fiscalité sur les plus-values et aussi la partie dividende. Ok. Et par rapport à ça, que ce soit le compte titre ordinaire, le PEA, le PER, l'assurance vie, pour optimiser sa fiscalité, après ça peut être aussi dans le cadre notamment d'une transmission, quel, je veux dire, quel profil d'investisseur est le plus adapté à telle ou telle niche? Tu vois, par exemple, Ouais. un jeune comme nous, enfin, il y en a, enfin, voilà quoi, eh ben, on sera plus, enfin, moi personnellement, je suis plus à même de m'orienter vers le PEA, tu vois. Même Ouais, si évidemment, le PER, ça peut être intéressant si j'ai une partie de ma TMI qui est supérieure à 30%, tu vois. ouais, c'est sûr. Ouais. Enfin, effectivement, tout ce qui est assurance vie, on peut se dire, bah, parce que l'assurance vie, c'est aussi un très bel outil de transmission. Donc, c'est vrai qu'on Mm. n'en a pas parlé. On a un abattement fiscal de 152 000 euros, 500 en cas de transmission. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. On peut se dire, on est tous les deux jeunes, peut-être notre audience aussi. On n'a pas d'enfants, pourquoi ouvrir une assurance vie? Euh, En fait, il faut en ouvrir le plus tôt possible pour ne serait-ce que purger ces 8 années de détention. Peu importe le montant qu'il faut, en ouvrir une, purger ces 8 années de détention. PEA, pareil. Peu importe le montant que l'on met dessus, en ouvrir un le plus rapidement possible pour purger donc la fiscalité des 5 ans. PER, tout dépend du montant d'épargne que l'on a de côté. Effectivement, si on épargne uniquement que 100, 200 euros par mois, c'est déjà très bien, mais peut-être pas forcément partir sur un PER. Pourquoi? C'est quand même de l'argent qui est bloqué, d'accord, qui est moins accessible. Par contre, si on commence à pouvoir épargner 500, même 1000 euros, peut-être même plus par mois, d'investir d'une part sur le PEA, peut-être aussi un peu de compte titre pour aller chercher des actifs un peu plus exotiques que le PEA n'a pas forcément accès. Ça peut être une bonne solution, ok, ne serait-ce que pour cette déduction d'impôt, ce prêt à taux zéro temporaire Oui. de l'État. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que comme on l'a vu précédemment, ça permet de générer une économie d'impôt qui est temporaire, certes, mais qui est bien présente. Et cette économie d'impôt, bah, le but, c'est d'en réinvestir une petite partie pour générer des intérêts sur de l'argent qu'on n'aurait pas reçu sans passer par la case PER. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Et puis bon, après, je pense que tu en parles aussi déjà assez sur ta chaîne. Le système de retraite en France, c'est compliqué. Donc ici, hein, si on veut avoir une belle retraite, nous, maintenant qu'on est jeune, il faut en profiter. Il faut investir aussi un peu de côté tous les mois. Et donc le PER, c'est l'outil parfait parce que au moins ça vous bloque un peu, vous dire, bah, écoutez, je vais pas piocher à tout moment sur mon PER, je sais que c'est bloqué et que je fais une croix dessus pour ma retraite, pour me constituer un maximum de capital dans 20, 30, 40, 50 ans. Mm. Encore faut-il choisir le bon PER, Le le, bon le PER. bon le bon intermédiaire financier pour, Intermédiaire, puis aussi mettre les bons fonds dedans pour c'est générer le ça, plus de résultats possible. gestion, Ouais, comment dire, gestion libre, de savoir gestion comment libre, investir selon sa stratégie, ça c'est important c'est ça, aussi. exactement, exactement. Donc, ok. Et par rapport à l'assurance vie, j'avais une question. Là, c'est plus orienté. On parlait de fiscalité, mais plus tourné sur la transmission. Pour toi, l'assurance vie, c'est vraiment le meilleur des quatre qui te permet justement de transmettre financièrement le plus d'argent possible sans être trop impacté par la taxation. Oui, bah oui, l'assurance vie, ouais, c'est connu pour, donc c'est vraiment le meilleur des quatre pour ça, parce que c'est 152 000 euros 500, pardon, par bénéficiaire. D'accord? Donc si vous pouvez mettre plusieurs bénéficiaires, vous bénéficiez donc de cet abattement-là. Donc ouais, l'assurance vie, c'est vraiment le couteau suisse, on l'appelle le couteau suisse parfait pour tout ce qui est placement financier. Parce qu'il y a
pas mal de choix. Dans une assurance vie, on peut mettre un peu ce qu'on veut. On peut mettre même de l'immobilier, des SCPI. Mmh. Dedans, ça a beaucoup plus de flexibilité que peut nous offrir par exemple un PEA. Donc l'assurance vie, on a la flexibilité du compte titre, mais on a aussi les avantages et les abattements fiscaux bien propres à cette enveloppe-là. Donc ouais, c'est un super outil d'abattement fiscal, mais également qui nous laisse le choix de mettre un peu ce que l'on veut dedans en fonction de notre profil investisseur, en fonction aussi de notre horizon d'investissement, ce genre de choses. Et par rapport au fait de la donation, tous les 15 ans, c'est 100 000 euros, c'est ça, qu'on peut transmettre? Exactement, exactement. Et je voulais savoir si on pouvait accumuler à la fois une donation plus le fait d'avoir l'abattement des 152 000 euros. On peut cumuler, effectivement. On peut cumuler, donc ça c'est pareil, c'est un très bel outil de transmission et on peut cumuler aussi avec ce qu'on appelle le don Sarkozy, de mémoire qui est environ de 34 000 € et quelques, qu'on peut verser également à nos enfants, donc de tous les 15 ans aussi, mais uniquement en numéraire. Ok. La Donc, donation en ligne directe de 100 000 € tous les 15 ans peut se faire également sous forme immobilière. donc ça, c'est quoi concrètement le Sarkozy là? Tous les 15 ans, tu peux donner 34 000 € à un Ok. de tes enfants, à plusieurs de tes enfants, tous les 15 ans sans être imposé. Donc c'est en plus de la En plus, donation des 100 000 euros. c'est en plus de ça, ouais, en plus de ça. Donc il y a pas mal d'outils, hein, mine de rien. En France, c'est vrai qu'on est connu pour notre fort taux d'imposition. On a le taux d'imposition le plus élevé au monde, mais on a aussi le plus grand nombre de niches fiscales. Donc on a mis en place par Ouais. l'État, donc ça c'est super, il faut en profiter. Encore faut-il mais effectivement les connaître, voir comment on peut les mettre en place et voir quelle est la niche fiscale la plus judicieuse en fonction de notre situation familiale, Hmm. patrimoniale, notre horizon d'investissement, etc., etc. Et ça, les 34 000 euros, c'est par enfant? Par parent? Par enfant, par parent, exactement. Comme la ligne directe, comme la donation ligne directe ou les 100 000 €, c'est par parent, par enfant. Ok, ouais. Donc ça veut dire que si on est un couple, les deux peuvent transmettre deux fois Exactement. 34 000 € aux Exactement. enfants. Donc ça fait Donc, 68 000 € par enfant. c'est ça, exactement. On avait fait une vidéo sur le compte TaxCut, compte Instagram, même si on n'est pas beaucoup actif là-dessus. On avait fait une vidéo où Petite pub. effectivement, T'as bien un- raison. Vas-y. c'est un métier, c'est pas notre. Le contenu, c'est vrai que c'est un métier. On a fait une petite vidéo quand même, modeste, mais une vidéo qui expliquait comment un couple pouvait transmettre plus d'1 million d'euros sans être imposé. Donc on parlait du don Sarkozy, de l'enveloppe assurantielle avec l'assurance vie, et également des donations en ligne directe, comme quoi on peut transmettre 100 000 € tous les 15 ans aussi. Donc un couple pouvait transmettre plus d'1 million d'euros de patrimoine immobilier et financier sans être imposé. Ok, Je vous invite et à ça regarder. sur ça, je veux dire en instant T ou c'est quand même Non, sur non, une pas un durée? instant, pas un instant T. Non, non, sur une durée, je crois que c'était une durée de 30 ans. Tu vois, pour avoir deux fois ces abattements de 15, euh, de 15 ans qu'on a Ouais. tous les 15 ans. Je crois que c'était sur une durée de 30 ans environ, ouais, de mémoire. Ok, ouais, pour bénéficier Deux fois des des deux 100 000 donations euros. sur deux fois, quoi. Exactement. Ouais. Ok, ah, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est super intéressant d'approfondir ça, tout le côté fiscal, et tu te rends compte que au final, même si, comme tu disais tout à l'heure, t'es ultra taxé en France, si tu réfléchis bien à la stratégie que tu peux mettre en place, bon, évidemment, faut pas le faire seul, je pense, faut vraiment être accompagné par des pros qui sont dans ce domaine-là, et ben tu peux vraiment optimiser et, et Bah oui, élargir c'est ton sûr. champ de Ouais. possibilités, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Bah, en fait, quand on investit, il y a trois leviers sur lesquels faut prendre les devants. Le premier, effectivement, c'est ce que l'on met dans les enveloppes, la rentabilité brute. Mm. Le deuxième, c'est les frais liés à cette enveloppe, liés aux prestataires auxquels on fait appel. Et le troisième, souvent qui est peut-être un peu plus oublié, c'est la fiscalité. D'accord? Parce que si on a 10% de rentabilité brute, mais derrière on est assassiné par le fisc, Mm. mieux vaut partir sur une enveloppe où on aura 8% net d'impôt. Mieux, ça semble plus judicieux en tout cas que de partir sur des enveloppes avec des plus grosses rentabilités. Mais par contre, derrière, on se fait entre guillemets assassiner par l'administration fiscale. Ouais. Ok. J'avais une autre question par rapport à la transmission, notamment au moment du décès, par rapport à la fiscalité du CTO, donc du compte titre ordinaire par rapport au PEA. Je ne sais pas si c'est vrai, tu me confirmeras et tu t'expliqueras un peu plus en profondeur, ça m'intéresse d'en savoir plus. C'est que une fois que, par exemple, tu as une personne qui décède, son PEA, il est clôturé et ça rentre dans la donation. Alors que, enfin, non, dans le capital de transmission. Alors que le CTO, c'est plus dans le sens où euh, les héritiers,
ils peuvent garder les titres sans devoir les vendre absolument. Et donc, au final, ils sont pas directement imposés. Ouais, ouais, je crois qu'il y a cette histoire-là. C'est vrai que j'ai pas creusé pour être tout à fait totalement transparent cette partie transmission sur le compte titre, puisqu'on oriente nous plutôt nos clients sur la partie assurance vie, qui est Ok. un très bel outil de transmission. Mais effectivement, tu as une histoire t'as cet avantage-là sur le compte titre qui est un peu plus flexible par rapport à l'enveloppe PEA. Ouais, Ok, ouais. Et je me suis dit, au final, bah, même si, tu vois, tu as l'avantage fiscal qui est beaucoup plus avantageux sur le PEA par rapport au CTO, peut-être que dans une optique de transmission, si on compare juste le PEA et le compte titre ordinaire sans prendre en compte le PEA ni l'assurance vie, peut-être que du coup, dans l'optique de transmission, le CTO peut être plus intéressant que le PEA, c'est tu ça, vois. ouais. Mm. Donc, Ouais, dans c'est vrai que, certains cas, faudra faire le calcul, mais ouais, dans certains cas, le CTO peut être plus rentable sur la partie transmission que le PEA. Ouais. ok, super intéressant. Mais bon, Et, rien ne vaut quand même le parti, effectivement, si oui. on veut vraiment optimiser sa transmission, déjà bah, avec la donation de ligne directe tous les 15 ans, dont Sarkozy, et aussi bah, la partie assurance vie, qui peut être super pour tout ce qui est transmission. Ok, là on va un petit peu s'éloigner de la bourse et justement on parle de l'immobilier comme souvent un peu un levier ultra puissant en matière de fiscalité. Là moi je voulais pas partir essentiellement sur l'immobilier propre mais plus sur les SCPI. Et déjà qu'en penses-tu justement par rapport à tout ce qui va être la fiscalité, la transmission et l'optimisation parce que la SCPI au final tu peux investir sur des SCPI dans ton assurance vie, dans ton PER, si je ne dis pas de bêtises. Donc, t'en penses quoi, toi, par rapport à la puissance de la SCPI et de la fiscalité? Parce que comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme l'immobilier, ça fonctionne comme des actions? Ouais, les SCPI, c'est catégorisé par l'AMF comme des produits financiers. Ok. L'assurance vie pardon, la SCPI, sans passer par l'enveloppe assurance vie, par l'enveloppe PER, la fiscalité est quand même pas négligeable parce qu'on est imposé donc à la flat tax plus les prélèvements sociaux, ou au barème progressif, pardon, plus les prélèvements sociaux de 17,2. Par exemple, si on a une TMI de 30%, on rajoute les prélèvements sociaux en plus de 17,2%. Donc en fait, on a 47,2% d'imposition. Donc en Ok, fait, les revenus issus de la SCPI, euh, la moitié est taxée. Ok, donc ça en fait c'est un inconvénient de la SCPI lorsqu'on ne passe pas par les enveloppes assurance vie et PER. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, la deuxième chose à faire, c'est d'investir dans des SCPI via une assurance vie ou via un PER. Dans ce cas-là, effectivement, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui reprend le relais avec les avantages qu'il y a. ok, ouais, donc ça te permet d'investir dans des SCPI, donc de diversifier ton capital, tout en bénéficiant de l'avantage fiscal de l'assurance vie, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Parce Mm, que mm. sinon, quand tu investis dans une SCPI de manière classique, c'est quoi? C'est la fiscalité de l'immobilier. Non, non, c'est la fiscalité dont je t'ai parlé. D'accord? Donc le barème progressif plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Ouais, Ok. Donc bien souvent, effectivement, pas mal de gens sont quand même sur une assiette taxable à 30%. Tu rajoutes à ça les 17,2%. Donc tu as 47,2% d'imposition. Donc c'est quand même une belle imposition là-dessus. Donc la SCPI, après, ce qu'on peut faire aussi avec les SCPI, c'est d'investir dans la SCPI européenne. Dans ce cas-là, effectivement, il y a une fiscalité qui est plus avantageuse sur cette partie-là. Mais le mieux, sur tout ce qui est SCPI, déjà c'est un placement long terme. Il faut savoir que la durée moyenne de détention de départ des SCPI, c'est 22 ans en France, quelque chose d'énorme. ok, SCPI, il faut au moins avoir un horizon d'investissement de 10 ans. Ok. Après, c'est un outil quand même qui est super parce que vous percevez des loyers de manière trimestrielle, c'est des revenus récurrents, donc c'est quelque chose qui est très bien. Par contre, la fiscalité est quand même assez lourde sur la partie SCPI. Donc attention là-dessus. Si vous avez le choix, si vous avez la possibilité, investissez donc dans des SCPI via effectivement l'enveloppe assurance vie ou PER pour profiter des abattements fiscaux, de la fiscalité de ces enveloppes-là. ok, ok, ouais, c'est très carré. Et donc là, on parle de SCPI. Toi, est-ce que potentiellement, tu as d'autres niches fiscales aussi intéressantes comme peut-être le capital risque?
Oui, tu as tout ce qui est donc investissement dans les startups, effectivement, dans les JEIR, par exemple, donc jeunes Oui. entreprises innovantes de rupture, où là, si vous investissez dans ce genre de société, vous avez le droit à une réduction d'impôt de 50% du montant investi, ce qui est énorme. Par exemple, vous investissez 10 000 euros, l'État vous octroie d'office 5 000 euros de réduction d'impôt. Ok. Il y a un plafond? Des mois, il n'y a pas de plafond, peut-être 150 000 euros. C'est vrai que ça, on en fait peu auprès de nos clients. C'est quelque chose quand même d'assez niche. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des risques relatifs à ces catégories donc de private equity. Ce qui est mieux de faire lorsqu'on investit dans cette catégorie d'investissement, c'est de passer par des pools, en fait, des lots de sociétés plutôt que d'investir dans une seule Hmm. entreprise. Ici, l'idée, ça va être de diversifier les risques plutôt que d'investir uniquement dans une seule JUIR. Ouais, c'est Euh, comme si tu investissais dans un fonds et ce fonds-là investit sur plein de petites startups, toutes des c'est ça. entreprises de capital risque, quoi. Ce fonds-là en question déjà filtre pas mal, donc il est dans différentes sociétés auxquelles il souhaite allouer donc votre argent. Et en plus, il investit donc dans des dizaines de sociétés différentes, ce qui permet pardon, vraiment de lisser et de diversifier en tout cas votre investissement. Donc ouais, ça c'est quelque chose à faire. Peut-être une autre niche fiscale, on entend de plus en plus parler, tout ce qui est l'ODA, tout ce qui est loi Girardin industrielle. Ça, c'est top aussi. On parle quand même d'une rentabilité, ça dépend du partenaire à qui vous passez, mais de 23%. Par exemple, j'investis 10 000 euros, j'ai 23% de rentabilité. Donc un Tu peux placement assuré. expliquer Comment? plus en détail parce Ouais, que je ouais. t'avoue que En fait, cette loi-là, donc c'est un dispositif fiscal mis en place par l'État, et ouais. l'État se dit, en fait, nous, on souhaite dynamiser la croissance économique des territoires outre-mer. Et donc, on octroie une réduction d'impôt de l'ordre de 23% euh, aux investisseurs. D'accord? Donc concrètement, ici, en fait, vous investissez dans des projets agricoles, des projets énergétiques, des projets aussi de tout ce qui est construction dans ces territoires-là, donc dans les dom-toms. Par exemple, votre argent va servir à financer donc des engins agricoles, des matériaux pardon, de construction, des panneaux photovoltaïques. Et comme en fait vous aidez l'État à financer ces territoires-là, eh bien vous avez le droit à une réduction d'impôt. Ok. Donc en fait, concrètement, comment ça fonctionne? Vous investissez par exemple 10 000 euros en année N. L'année suivante, l'État, donc en N plus 1, l'État vous octroie les 10 000 euros plus les 23% de rentabilité. Ok, mais du coup, les 23%, ils sont pas garantis quand même. Ça dépend, ça peut être garanti. Ça peut être garanti. Si on veut vraiment partir sur des enveloppes vraiment garanties, on sera plutôt sur un taux de rentabilité de 15%. Mais si, en fait, comme c'est un dispositif fiscal mis en place par l'État, c'est quelque chose qui est vachement sécurisé. Après, effectivement, il faut passer par les bons partenaires qui sont agréés par l'AMF, qui ont démontré de leur sérieux sur les 10 dernières années, qui n'ont pas eu de requalification fiscale. Ça, c'est quelque chose à bien regarder en amont euh, de l'investissement. Mais si, dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui peut être garanti ou non, ça dépend par le partenaire auquel vous passez encore une fois. Mais on peut avoir des enveloppes à 12, 13, 14% qui sont complètement garanties. Donc ça, des placements 13 ou 14%, même 15% qui sont garantis, ça court pas les rues, ça court pas les rues. Et donc c'est Bah, super, ça c'est une super niche fiscale, on en fait beaucoup auprès de nos clients. Peut-être le seul bémol, c'est qu'on est limité au montant de notre imposition. Pour simplifier, par exemple, vous payez 10 000 euros d'imposition, vous ne pouvez pas investir plus de 10 000 euros sur ce dispositif. L'État limite le montant que l'on peut investir sur ce genre de niche fiscale. Pourquoi? Si on serait trop bon, on mettrait tout l'argent qu'on a sur ce dispositif et on bénéficierait d'un taux d'épargne global de 15 ou 23%. bah oui, Donc, parce que c'est quand même, c'est quand même impressionnant, quoi, parce qu'au final, ouais, enfin, à aucun moment tu peux te dire, vas-y, j'ai investi, j'ai un retour sur l'investissement de 15% qui est garanti. Ah non, ça c'est n'existe pas, super, ça. ce dispositif fiscal, c'est super. Franchement, Mais donc, par exemple, tu penses, si tu, enfin, est-ce que, je sais pas si tu le sais, mais si par exemple, euh, tu as des problèmes d'investissement, parce qu'évidemment, pas tous les investissements peuvent apporter 15%, c'est impossible. Donc c'est l'État qui vient renflouer en fait l'investissement, le TRI, quoi, le retour sur investissement, pour que l'investisseur puisse avoir son réel retour garanti de 15%. ah oui, oui, mais en fait, ici, c'est ce qu'on appelle un investissement à fond perdu. D'accord? Donc, Ok. en fait, la rentabilité n'est pas du tout issue d'une croissance dans ces territoires-là, en partie indirectement. Mais en fait, cette rentabilité, c'est l'État qui vous la redistribue sous forme de réduction d'impôt.
En fait, vous le voyez sur votre avis d'imposition, vous voyez, investissement outre-mer, réduction d'impôt de temps. D'accord? Ok. Et cette rentabilité, c'est vraiment l'État, l'administration fiscale, qui vous le restitue. C'est même pas le partenaire en question qui s'occupe du montage, c'est vraiment le fisc, sous forme de virement, qui vous le restitue. Ça arrive grosso modo en août-septembre, lorsque vous avez donc votre solde restendu d'imposition sur l'année N-1. Et donc là, par exemple, un investisseur particulier qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit, OK, moi je veux investir là-dedans, est-ce qu'il peut le faire seul, lui, de son côté, ou il est obligé de passer par un intermédiaire? Il peut passer par un intermédiaire, il peut le faire seul aussi. Il n'y a aucun intérêt de le faire seul aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément plus de frais par l'intermédiaire. Ok. Ok. Si demain vous allez voir un monteur qui s'occupe de ce dispositif-là, il va vous payer donc par exemple 15% de rentabilité. Demain, vous allez plutôt voir un cabinet sur le patrimoine, ou une autre entité ou TaxCut, par exemple. Le taux de rentabilité sera pareil, de 15%. Il n'y aura pas de différence ou de frais supplémentaires. Ok. Et En parce fait, il n'y a aucun qu'aujourd'hui, intérêt. Par contre, nous, ce que l'on fait généralement, c'est qu'on déclare pour nos clients ce dispositif-là. voilà, tu fais, Pour être certain, parce qu'il y a d'autres CERFA encore, pour être certain de bien percevoir la réduction d'impôt. Mais on ouais, peut très bien le faire seul. Après, ça se fait quand même très peu, parce que justement, il n'y a pas forcément de frais supplémentaires à prendre en compte. Donc voilà. ouais, t'as pas forcément aujourd'hui les plateformes existantes pour ça, Non, quoi. non, non, non. Et, et dans l'art, tout ce qui est l'art, les œuvres d'art et tout, est-ce que c'est une niche fiscale aussi d'investissement? C'est une niche fiscale aussi. On la fait on la fait pas du tout nous, parce qu'effectivement, c'est quand même très niche. Et lorsqu'on a accès à la LODEOM, du dispositif que je viens de parler, je pense que c'est la première chose à mettre en place pour optimiser sa fiscalité et avoir une belle rentabilité sur son épargne. L'art, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, mais effectivement, marché très niche aussi. Ça dépend des appétences aussi de chacun. Si effectivement une personne est intéressée par tout ce qui est art, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup, mais ça demande encore une expertise pour voir si cette œuvre d'art, donc effectivement, peut se valoriser sur le long terme. Ok. Et tu connais t'as d'autres niches fiscales comme ça qui pourraient être pertinentes pour un investisseur? Celle-ci, après, il y a aussi tout ce qui est groupement forestier d'investissement, Ouais, les où là, on GPI? peut avoir les GFI, GFI, groupement pardon, ouais. forestier. Ouais, exactement. Donc là, ouais, là, effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant, un peu moins que le dispositif LODEOM, la loi Girardin, dont on vient d'évoquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une durée de détention minimum de 5 ans, d'accord? Ok. Euh, la rentabilité, donc le taux de réduction d'impôt est de 18%. Si je dis pas de bêtises, ça avait baissé, Ok. c'était plus les années précédentes, ça a baissé en 2025. Et la rentabilité ensuite annualisée, de ce parc forestier aux alentours des 2 à 3% par an. Ça dépend encore une fois du prestataire auquel on passe. Mais voilà, ça aussi c'est une niche qui est intéressante. Après, en termes immobiliers peut-être, il y a tout ce qui est déficit foncier, dispositif de Normandie, Hmm. qui peut être intéressant. Attention quand même à bien sélectionner le projet en question. Il y a des projets qui peuvent ne pas être rentables, comme d'autres, où vous pouvez avoir des super opérations. Mais encore une fois, là, il faut bien sélectionner le projet en question. T'as Malraux aussi, non? Malraux aussi, mais on le trouve en tout cas, nous, en interne, on le trouve quand même un peu moins intéressant que peut le permettre le dispositif de Normandie, où on a quand même des belles réductions d'impôts sur ce dispositif-là. En gros, le de Normandie, qu'est-ce que c'est? C'est vous investissez dans l'ancien, généralement en cœur de ville. On le rénove, une société s'occupe de la rénovation, et vous avez le droit à une réduction d'impôt de la part de l'État parce que vous avez participé à l'entretien du parc immobilier français. Mais alors Malraux, c'est quoi? C'est la même chose, sauf que c'est dans des zones spécifiques, C'est ça, il y a d'autres architecturales. zones. Ouais, exactement, exactement. De Normandie, c'est dans les zones ORT, zone ERT labellisée aussi cœur de ville. Ok. Généralement, on va pas investir ici dans les grandes villes, dans les villes moyennes environ. Donc ça dépend, hein, mais ça dépend de 10 à 15 000 habitants, même jusqu'à 50, 80 000 euros d'habitants, 80 000 pardon habitants, pas euros, 80 000 habitants. Et donc oui, ça dépend des zones aussi. En tout cas de Normandie, donc il faut être labellisé cœur de ville, labellisé ORT également pour pouvoir profiter de ce dispositif-là. Il y a de plus en plus de zones qui sont éligibles. Le Malraux, il y a encore d'autres zones, d'autres critères également à bien respecter pour pouvoir profiter de cette niche fiscale-là. Ok, ouais. T'as vraiment une large possibilité. Selon Ouais. toi, aujourd'hui, après, c'est ton avis,
C'est quoi la niche fiscale qui est la plus sous-exploitée et qui a vraiment un potentiel intéressant? Euh, je... Ouais, dispositif, bah, comme on dit, l'ODEOM, la Girardin. Ah, j'étais sûr que t'allais me Non, dire ça. je Je vais le la sentais. c'est trop simple, c'est trop simple, je vais pas la sortir à chaque fois. Non, Ok. mais c'est vrai que c'est super, super, franchement, un taux de rentabilité garanti à 12, 13 ou même 14, ou même 15%. Euh, c'est quand même imbattable. En tout cas, j'ai pas trouvé une meilleure alternative là-dessus. Donc celle-ci sous-estimée, même si on entend de plus en plus parler quand même, de plus en plus de personnes qui profitent de ce dispositif-là. Est-ce qu'il y en a d'autres, le dispositif de Normandie? C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler en 2025. Pourtant, ça fait déjà quelques années qu'il a été acté, ce dispositif-là. Pourquoi on entend de plus en plus parler? Parce que ça prend un peu la suite du Pinel. Le Pinel a été clôturé en 2024. Ça prend un peu la suite. Donc oui, s'il y a deux dispositifs à retenir, c'est le dispositif LODEOM ou la loi Girardin. Euh, c'est l'équivalence. Et le dispositif de Normandie. Maintenant, en termes peut-être purement financiers, purement marché financier, ce serait le PEA ou l'assurance vie. Effectivement, ça Hmm. c'est deux belles enveloppes. Peu importe le montant qu'on investit dessus, le but c'est vraiment d'ouvrir ces deux enveloppes le plus rapidement possible pour profiter des abattements fiscaux, pardon, que l'on peut profiter sur ça. Ok, génial. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour toute la valeur que tu as apportée. Merci à C'était, toi, Emilia. Je crois que j'étais assez clair, ouais, assez clair, c'était dense. pas mal à la tête. On a vu pas mal de points et au moins ça permet de donner un réel premier aperçu à quelqu'un qui souhaite vraiment optimiser sa fiscalité. Je pense que ça peut être intéressant, surtout qu'on est dans cette période justement de déclaration et de se dire, ok, comment je peux optimiser ma fiscalité l'année prochaine du coup. Donc non, franchement, je te remercie pour tout ce que tu as apporté, Mathis. Merci à toi, Emilien. Au plaisir. Et puis voilà, quoi. On arrive maintenant déjà à la fin de cet épisode d'Investir pour demain. J'espère que cette conversation avec Mathis t'a apporté des clés concrètes pour mieux appréhender ta fiscalité et l'optimiser si possible, même si c'était quand même assez dense. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager, à laisser un avis, à nous dire ce que tu en as retenu dans les commentaires. Ton soutien est essentiel pour faire grandir le podcast et continuer à proposer du contenu de qualité. Tu peux retrouver notamment Mathis, pardon, et TaxCut sur leur site officiel. Je te mets le lien sous la vidéo. Si tu as si t'as un besoin spécifique, n'hésite pas à les contacter. Nous, on se retrouve à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, forme-toi bien, réfléchis à la manière dont tu pourrais optimiser ta fiscalité et let's invest. Ciao, ciao.